À C4AI, notre objectif, c'est d'améliorer le risk management appliqué aux systèmes d'IA généraux. D'accord. Donc, avant de plonger dans ce qu'on fait pour améliorer le risk management, j'aimerais vous donner une intuition de pourquoi on a décidé de partir sur cette approche. Et la raison principale, c'est que cette approche a porté ses fruits dans plein d'autres industries à haut risque. Un exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple de l'aviation. Donc, dans les années 70, on avait environ 6 accidents fatals par million de vols. Et maintenant, sur les derniers systèmes d'Airbus, on a 0,04 accidents fatals par million de vols. Donc, on a une réduction de 99% des accidents, largement due à l'amélioration des processus de risk management. Et un autre exemple sur lequel je suis tombé il n'y a pas longtemps, qui est un peu plus geek, c'est les sous-marins aux États-Unis. Donc, avant 1963, on avait la perte de 1 sous-marin tous les 3 ans. C'est ce qu'on voit à gauche ici, c'est tous les sous-marins qu'on a perdus. Et en tout, ça a résulté dans la perte de 473 vies. Ensuite, en 1963, les États-Unis se sont dit « ça suffit, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et ils ont mis en place des protocoles de risk management très stricts et une certification qui s'appelle SubSafe. Suite à cette certification, on n'a plus que perdu un seul sous-marin en 1968 qui s'appelle le USS Scorpion. Et c'est un sous-marin qui n'avait pas reçu la certification SubSafe. Donc ils ont voulu le sortir très vite et ils n'ont pas pris le temps de respecter ces protocoles de risk management. Donc ce que j'aimerais vous montrer ici, avec ces deux exemples, c'est que avoir des bons processus de risk management, ça a marché très bien dans d'autres industries. Donc ce n'est pas ce qu'on appelle de la paper safety ou des choses comme ça. Ça réduit en effet drastiquement les risques et le nombre de systèmes qui fonctionnent mal. Donc la question qui se pose maintenant, c'est « Ok, super, on a fait ça dans d'autres industries. Qu'est-ce qui se fait en IA ?» Donc ça, c'est une étude qu'on a menée avec C4AI. On a regardé l'état actuel du risk management en IA. Donc on a regardé ce qui se fait dans les industries qui développent ces IA, donc les compagnies comme Google DeepMind, Anthropic, OpenAI et Mistral en France. Et on a créé une échelle de 0 à 5 pour avoir un score quantitatif de à quel point ces compagnies font du bon risk management. Donc 0, ça correspond à on fait rien du tout. Et 5, ça correspond à des pratiques qu'on va qualifier de fortes, avec des standards qui nous proviennent des autres industries. Et donc voilà les résultats. On a les compagnies les plus avancées, Anthropic, qui a un score de 2 sur 5. Donc on a deux clusters de compagnies. On a les compagnies Anthropic, OpenAI et DeepMind, qui sont un peu à la frontière de ce qui se fait en risk management. Et ensuite, on a toutes les autres compagnies, en gros. Et donc on a Mistral, notre compagnie française, et XAI, qui n'a encore rien publié à ce jour. Et donc on voit, en gros, qu'il y a beaucoup de marge d'amélioration ici. Et donc il s'agit de ne pas du tout réinventer la roue et d'arriver avec des tout nouveaux processus qu'on ne connaît pas. Il s'agit de prendre tout ce qu'on a appris des autres industries et l'appliquer au développement de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est ce qu'on propose à C4AI. On a créé un Risk Management Framework qui fait exactement ça. Et il y a 4 parties principales. La première partie, c'est identifier les risques. La deuxième partie, c'est les analyser et les évaluer. Et ensuite, il faut traiter ces risques, donc mettre en place des mitigations pour réduire les niveaux de risque. La quatrième étape, c'est une étape un peu plus méta, c'est la mise en place de structures de gouvernance. Donc ça, c'est des choses comme avoir des audits externes, donc des experts externes qui viennent vérifier si tout est bien mis en place. Avoir un Chief Risk Officer qui est responsable de prendre des décisions liées au risque. Avoir un membre du board qui est responsable de superviser ce qui est mis en place, etc. etc. Donc c'est tous les processus un peu méta qui vont permettre de s'assurer qu'on met bien en place tout ce qu'on a défini plus haut. Donc maintenant, je vais plonger rapidement dans les 3 axes du haut. Le premier axe, c'est l'identification des risques. Donc ça, c'est un truc qui est très important en IA, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une multitude de risques. L'IA est une technologie générale, donc la surface de risque est vraiment très grande, et il s'agit d'identifier tous les risques qui sont posés par le système d'IA. On fait ça comment ? On peut faire ça avec 2 sources d'information. La première, c'est les risques existants dans la littérature. Donc on a une littérature qui est naissante, qui caractérise ces risques. Mais ça, ce n'est pas suffisant parce que l'IA est une technologie dont la frontière est repoussée sans arrêt. Donc si on s'inspire uniquement de la littérature, à chaque fois qu'une compagnie repousse la frontière, on va perdre une bande de risques qui n'a pas encore été adressée dans la littérature. Il faut donc utiliser des techniques pour identifier les nouveaux facteurs de risque. Et donc il y a des techniques comme le Open-Ended Red Teaming qui permet de faire ça. Une fois qu'on a les risques de la littérature et les nouveaux facteurs de risque, on va les prendre ensemble et faire de la modélisation de risque. Donc la modélisation de risque, c'est quoi ? C'est créer des scénarios détaillés
qui montre comment les modèles d'IA peuvent être utilisés pour créer des dégâts dans le vrai monde. Donc, on a mentionné les cyberattaques tout à l'heure. Un scénario, ça pourrait être une séquence d'étapes qui commence par un groupe de cyberattaques prend un modèle open source ou jailbreak un modèle, l'utilise pour faire du spear phishing ou pour faire du vulnerability discovery, puis coder un malware et ensuite finir par du ransomware. Donc ça, c'est une séquence d'étapes très précises qui caractérise chaque risque qu'on a identifié. Faire cette séquence d'étapes, c'est très important parce que si on ne le fait pas, si on dit juste « Ah, les cyberattaques, c'est important », alors on ne sait pas du tout ce qu'on mesure et on ne sait pas du tout quelle mitigation est efficace pour réduire ces risques. Donc une fois qu'on a identifié tous nos risques, la deuxième étape, c'est faire une analyse et une évaluation de ces risques. Alors ici, il y a un bloc qui est très important, qui est déclarer sa tolérance de risque. Donc ça, c'est fait dans d'autres industries. Et donc, c'est les compagnies qui définissent quelles quantités de risques sont considérées comme tolérables. Souvent, c'est quelles quantités de risques sont considérées comme tolérables pour leurs produits. Et dans le cadre d'IA, c'est quelles quantités de risques sont considérées comme tolérables à imposer à la société. Donc là, vous vous dites, quoi, on ne va pas laisser les compagnies définir la tolérance de risque pour la société. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il y a d'autres industries comme l'aviation où on a déjà des législations en place. Donc par exemple, dans l'aviation, il y a la FAA, la Federal Aviation Administration, qui dit qu'on veut maximum un accident tous les milliards d'heures de vol. Alors le problème en IA, c'est qu'on n'a pas du tout de telle législation pour l'instant. Du coup, nous, on postule que les compagnies doivent quand même expliciter leur tolérance de risque. Et c'est mieux de les expliciter plutôt que de les avoir en implicite, ce qui est fait actuellement. Donc une fois qu'on a défini cette tolérance de risque assez haut niveau, on va définir des paires d'indicateurs de risque et de mitigation. Alors un indicateur de risque, pour vous donner des exemples, ça peut être les capacités du modèle d'IA. Donc ça, c'est déjà un peu fait en pratique. Et donc pour vous donner un exemple, les capacités, ça pourrait être un modèle d'IA est capable d'aider un étudiant en biologie à concevoir une arme biologique déjà existante, donc qui a déjà été conçue dans le passé. Ça, ce sera un niveau de capacité. D'ailleurs, c'est des niveaux de capacité qui existent, qui ont déjà été définis par les compagnies. Et ensuite, pour chaque niveau de capacité, il faut définir un niveau de mitigation correspondant. Donc un autre exemple, ça pourrait être le modèle refuse 99% des requêtes qui touchent des questions de biologie et qui pourraient aider à designer des armes. Et donc, l'idée, c'est que chaque paire d'indicateurs de risque et d'indicateurs de mitigation soit suffisant pour garder le risque sous la tolérance définie plus haut. Et ensuite, la dernière étape, c'est mettre en place des mitigations et faire un suivi continu de ces mitigations et des indicateurs de risque. Donc une autre particularité de l'intelligence artificielle, je vais reprendre l'exemple de l'aviation. En aviation, les risques se manifestent uniquement lorsque l'avion décolle. Donc lorsque le système est complètement assemblé et qu'on va commencer à l'utiliser. En IA, c'est différent. Il va y avoir des risques qui se manifestent déjà pendant l'entraînement même de l'IA, comme des risques d'accident par exemple. Et du coup, on a besoin de définir des indicateurs de risque continus, qu'on peut traquer de manière continue pendant l'entraînement. Et il faut aussi traquer si les mitigations sont bien remplies. Et comme ça, à chaque fois qu'on passe un palier de risque, on s'assure qu'on est bien au-dessus du palier de mitigation. Et voilà, c'est tout pour notre Risk Management Framework. Merci.